assez d'espace pour stocker tout ça. Alors donc, ce que je disais donc pour travailler une ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une application web J2E dans laquelle on va utiliser donc tout d'abord Spring pour faire l'inversion de contrôle. Donc ça c'est important. On va utiliser donc les frameworks, on va utiliser GPA avec l'implémentation Hibernate pour tout ce qui est mapping objet relationnel. Et on va utiliser Spring MVC pour la partie web. Donc on va utiliser dans la base MVC côté serveur. Et du coup, donc, on va utiliser donc, le TeamLeaf comme moteur de template. Alors pour cela, donc, comme je disais, donc, si vous avez une version, donc j'utilise la version Eclipse, c'est pas Mars, oui, bon, c'est la version Mars. Alors en principe, le premier plugin que vous devrez installer, c'est Spring Tools. En fait, si vous voulez travailler avec Spring, donc ça vous l'avez déjà fait. Où est-ce que vous le cherchez? Vous le cherchez dans Eclipse Market. Alors dans Eclipse Marketplace, vous n'avez qu'à rechercher donc Spring Tools, vous le trouvez, vous l'installez. Alors forcément, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, c'est pas maintenant que vous allez le faire. Alors Spring Tools. Alors en fait, il existe également une version de Eclipse qui contient déjà donc, ce plugin, ça s'appelle STS. Vous pouvez la télécharger directement à partir du site de Spring. Donc, et vous pouvez travailler avec, mais je préfère que vous utilisez ça. Vous utilisez bien sûr une version de Eclipse parce qu'en fait, les versions, donc chaque année, il y a une nouvelle version. Et après, vous installez donc le plugin qui est associé. Donc Spring Tools. Alors voilà, donc voilà la version, elle est déjà installée, donc forcément, donc, ça c'est la première des choses que vous installez. Alors deuxième, c'est que si vous avez une connexion Internet, c'est plus simple de créer des projets Spring parce que un projet Spring c'est un projet Maven et le projet Maven a besoin d'être connecté pour télécharger les dépendances. Alors, mais si vous n'êtes pas connecté, essayez de me le rappeler à la fin de la séance, donc je vais vous montrer comment créer un projet, par exemple, comment démarrer votre application même si vous n'êtes pas connecté. Alors forcément, donc, vous aurez besoin de mettre en place un ensemble de fichiers en local que je vais vous donner d'ailleurs à la fin de la séance dans la documentation. D'accord? Donc vous me rappelez à la fin de la séance pour vous montrer comment créer un projet, notamment Spring Boot, si vous n'avez pas de connexion. Alors j'imagine que vous aurez cette situation, n'est-ce pas? Alors, je vais créer donc un projet. Alors, Spring. Alors, parmi les projets Spring qu'on va créer, c'est Spring Startup. Alors, on va utiliser donc Spring Boot. C'est, comme je disais, donc la version qui va nous permettre de faciliter la configuration. Spring Startup Project. Alors, en principe, à ce stade-là, donc, on a besoin d'une connexion. Parce qu'en fait, Eclipse, il va se connecter au serveur de Spring. Il va en quelque sorte mettre à jour les écrans qui vont s'afficher pour vous proposer les différentes dépendances parce que les dépendances en quelque sorte évoluent et du coup donc l'écran qui va s'afficher par la suite donc ça va dépendre c'est-à-dire de ce qui se passe actuellement. Alors donc on spécifie le nom du projet. Alors je vais l'appeler TP Spring MVC. Alors bien sûr les dépendances, alors par défaut c'est Maven, mais si vous ne voulez pas utiliser Maven, donc vous avez la possibilité d'utiliser donc Gradle. Donc ça c'est un autre outil qui permet de gérer les dépendances, mais dans la majorité des cas c'est Maven. Alors quel packaging? À la fin, qu'est-ce que vous voulez créer comme application? Vous voulez créer un jar ou bien un war? Alors on va garder jar. Quel langage utiliser? Est-ce que vous voulez utiliser donc Java ou tout simplement vous voulez encore programmer avec d'autres langages comme Groovy par exemple? Alors, dans la majorité des cas, c'est Java. Et quelle version de Java que vous allez utiliser? Donc, si vous voulez travailler tranquillement, vous installez la version 8. Vous devrez avoir la version 8 de Java, parce que depuis un bout de temps, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées dans la version Java 8. Donc, si vous n'avez pas encore
l'habitude de travailler avec Java 8, donc il faut l'utiliser au moins déjà dans votre environnement et après les nouvelles fonctionnalités offertes par Java 8, donc vous pouvez les intégrer au fur et à mesure si vous voulez. Alors donc pour chaque projet on spécifie donc le groupe ID. Alors le groupe ID donc c'est, on va dire par exemple allez je change net.opendevap par exemple. Ça c'est le groupe ID. Artifact ID c'est le nom du projet. Bon, je suppose que ça c'est le module. Par exemple je voudrais créer une application qui permet de gérer scolarité. Alors, vous voyez donc, scolarité, c'est quoi? C'est un module qui fait partie du groupe, par exemple, net.opendevap. Donc, ça, c'est juste un nom de groupe ID qui représente généralement l'institution qui crée le projet. Et après, ici, donc, Artifact ID, ça représente le module. Alors, la version, donc, la version par défaut utilisée ici, c'est Snapshot. Alors, quand vous voyez une version Snapshot, ça veut dire quoi? En cours. Parce que quand vous voyez par exemple un fichier jar, une dépendance qui se termine dans la version snapshot, ça veut dire que ce n'est pas encore arrêté définitivement. C'est qu'il y a encore un chantier qui se fait. Mais sinon, votre version, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, 1.0, 0.1, 1.5.6. Donc c'est à vous de nommer la version de votre application. Donc on va garder donc la version snapshot. Je suppose que en quelque sorte on est en train de travailler encore sur l'application. On va la garder comme ça. Et après le package. Alors c'est le package que je vais utiliser. Next. Alors après donc la même chose comme je disais, donc Spring Boot il permet de faciliter la gestion des dépendances. Alors maintenant comment? Alors, vous n'avez qu'à sélectionner quelles sont les dépendances que vous aurez besoin d'utiliser dans votre projet. Alors, on aura besoin de quoi? Alors, dans la catégorie Web, vous aurez besoin de cocher Web. Parce qu'on a besoin d'utiliser Spring MVC. On a besoin d'utiliser une version de Tomcat embarquée. Donc, tout ça, ça va être amené avec, bien sûr, la catégorie Web. Alors, si vous faites MVC côté client. Si vous faites MVC côté client, alors vous utilisez donc il y a une dépendance qui va vous faciliter vraiment les choses. C'est REST Repositories. Donc vous pouvez bien sûr l'intégrer si vous le souhaitez. Alors dans notre cas, on ne va pas l'utiliser. Mais juste dans la démonstration, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre MVC côté serveur et MVC côté client. Alors comme ça, même si vous développez par exemple une application mobile, comme je l'ai montré la dernière fois, et vous voulez utiliser donc Spring au lieu de PHP comme je l'ai montré, donc vous avez la possibilité de le faire d'une manière très simple. Alors ici donc dans MVC côté serveur, on n'a pas besoin réellement d'utiliser ça. Alors dans la catégorie Template Engines, c'est les moteurs de template, donc on va utiliser Themeleaf. Alors dans la catégorie SQL, les bases de données, on va utiliser la base de données MySQL. On va utiliser GPA. Alors GPA, MySQL. Alors quand vous utilisez GPA, c'est du mapping objet relationnel, n'est-ce pas? Alors si vous voulez travailler avec une base de données non SQL, vous pouvez encore le faire. Alors vous trouverez ici donc dans les catégories non SQL. Alors par exemple, vous pouvez utiliser MongoDB par exemple si vous voulez le faire. Alors dans ce cas-là, vous n'utilisez plus GPA, hein, parce que vous allez utiliser donc en fait vous allez utiliser donc le Spring Data, et l'offre également un support pour faire le mapping avec une base de données non SQL. Alors ici donc c'est pas notre objectif. Donc on aura besoin donc GPA, MySQL, on a besoin de Themeleaf, on a besoin de Web. Au total, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Alors là, bon, je l'ai ajouté ici, donc c'est juste pour vous montrer en quelque sorte comment utiliser donc MVC côté client. Next. Finish. Alors en principe, la même chose, donc le projet il va être créé, il va se connecter, il va télécharger l'ensemble des fichiers .jar dont vous aurez besoin. Alors un projet Spring, c'est un projet Maven.
Alors Maven, qu'est-ce qu'il fait en principe? Je l'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est que dans votre machine utilisateur, le nom de votre profil, vous allez trouver un dossier qui s'appelle .m2. Alors en fait, .m2, je l'ai déjà expliqué, ça représente, c'est le repository local. Alors tous les jars, toutes les librairies, toutes les dépendances que vous utilisez dans votre projet Maven, ils vont être stockés localement dans votre machine, dans ce dossier-là, repository. Alors au début, donc, votre dossier repository ne contient rien. Mais en fait, c'est Maven qui va se connecter pour télécharger ces dépendances et les placer ici pour les réutiliser dans tous vos projets. Alors si vous n'êtes pas connecté, forcément, il n'y a rien qui va marcher, ce qui est problématique. Alors c'est la raison pour laquelle, par la suite, je vous donnerai un fichier qui s'appelle repository.rar, n'est-ce pas? Ben, tout simplement, vous allez juste le prendre et vous allez l'extraire dans ce repository. Ça veut dire que vous disposez déjà d'un repository qui contient déjà une bonne partie des dépendances dont on aura besoin, en tout cas dans notre développement. Alors ça, j'y reviendrai après par la suite. Alors donc le projet est créé, il est là. Un projet TP Spring MVC. Alors qu'est-ce qu'il contient donc un projet Spring Boot? Comme vous voyez, donc ça c'est la structure. Alors la structure elle est là. Alors voilà. Ça c'est la structure d'un projet. Donc qu'est-ce que vous allez trouver? Alors tout d'abord vous trouvez le fichier pom.xml. Donc ça concerne Maven parce que c'est là toutes les dépendances vont être déclarées. Vous trouverez le seul fichier de configuration dont vous aurez besoin, c'est application.properties. Ça, c'est le fichier qui contient toutes les configurations. C'est là où vous allez déclarer le data source. C'est là où vous allez déclarer les informations concernant quel type de base de données. Et vous avez, quand vous faites MVC côté serveur, vous utilisez un moteur de template. TeamLeaf, dans notre cas. Alors, toutes les vues, on va les placer dans le dossier templates. Tout ce qui est généré, tout ce qui va être soumis un moteur de template côté serveur, on va les placer par défaut dans le dossier templates. Mais si vous avez des ressources statiques, comme par exemple les pages HTML statiques, comme les images, CSS, JavaScript, on va les placer dans le dossier statique. Alors statique, c'est fait pour les ressources statiques. Alors généralement, si vous faites MVC côté serveur, côté client, pardon, ce dossier template, vous n'allez pas l'utiliser parce qu'il est fait pour les vues qui vont être générées côté serveur. Ça, on verra. Et après, surtout, vous avez l'application Spring Boot. Alors, l'application Spring Boot, elle est là. Bon, c'est une application Java. On l'a déjà utilisée. Bah, qu'est-ce qu'il fait quand vous la démarrez? Donc, vous voyez donc ici Spring Application.rank. La première des choses qui va démarrer, c'est le conteneur Spring Boot. Le framework Spring va démarrer, Spring Boot va démarrer, ben c'est lui qui va faire l'inversion de contrôle. Donc c'est-à-dire que tous les objets qui vont être utilisés dans votre application, tous les cycles, toute la configuration, ce qui se passe dans votre application, c'est qui va la superviser? C'est Spring. Donc c'est ça l'inversion de contrôle. Donc quand il va démarrer, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, la première des choses, c'est qu'il va lire tout d'abord le fichier application.properties. Il va lire ce fichier-là. Donc, c'est-à-dire au démarrage, ce fichier, il va être lu. Et après, quand il va trouver, si vous voulez personnaliser la configuration, vous le faites ici. Si vous ne mettez rien là, il va utiliser la configuration par défaut. Donc, il va créer pas mal d'objets, pas mal de data sources, pas mal de configurations par défaut. Donc, on peut voir par la suite ce qu'il va créer. Alors, dans notre cas, par exemple, on aura besoin quand même de spécifier qu'on va utiliser une base de données MySQL. Et un data source qui utilise MySQL, donc on va le déclarer à ce niveau-là. Alors, quand il va lire le fichier application.properties, il va scanner les annotations. Alors, toutes les classes que vous créez qui contiennent des annotations, il va les scanner. Donc, il va lire les annotations et après, par la suite, alors ces annotations-là, chaque annotation a un sens. Donc, on va essayer donc de voir quelles sont les différentes annotations qu'on va utiliser dans notre cas. Le fichier pom.xml, alors vous pouvez le voir. Il faut juste noter une chose, que dans le fichier pom.xml, vous avez des informations importantes. C'est déjà quelle version que vous utilisez de Spring Boot. Alors ici, donc, j'utilise la version 1.3.5. Alors ça, c'est
Généralement, je ne l'ai pas montré. Quand vous créez le projet, tout en haut, vous avez quelle version? Alors, souvent, actuellement, la version release, donc il y a la version 1.3.5, mais la version 1.3.6, elle est en snapshot. Donc, c'est-à-dire, si vous cherchez dans la version, vous trouverez 1.3.6. Snapshot. Snapshot, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est en cours. Ça veut dire que les spécifications peuvent changer. Généralement, quand vous utilisez des versions snapshot, c'est que généralement vous participez au test du framework. C'est la communauté généralement qui commence à travailler avec. Et après, s'il y a des bugs, s'il y a des choses qui clochent. Donc, alors pour vous, si vous produisez pour l'application, c'est plutôt donc vous utilisez donc des versions soit release ou bien final. C'est-à-dire c'est final. Alors autre chose, c'est la version de Java utilisée ici, c'est Java 8. Alors en principe, si vous n'avez pas Java 8 installé dans votre environnement, c'est le cas ici, ben, vous allez déjà voir un projet avec un point d'exclamation ou bien avec des erreurs déjà au démarrage. Alors pourquoi? Tout simplement, soit que les jars ne sont pas téléchargés, soit tout simplement parce que votre projet, il indique que vous allez utiliser Java 8. Or, quand vous cherchez dans les préférences Java installed GRE, quand vous cherchez dans ces préférences, vous allez trouver, peut-être ici vous avez Java 7, alors que votre projet il utilise Java 8. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Deux solutions. Soit vous ajoutez Java 8 et comme ça vous dites je vais toujours travailler sur Java 8, ou tout simplement, si vous avez utilisé Java 7 par exemple, vous allez changer ici, au lieu de 1.8, vous mettez 1.7. Mais quand vous changez dans le fichier pom.xml et quand vous faites des changements, il faut faire appel à Maven Update Project. Alors si vous voyez que votre projet contient des erreurs en rouge, alors vous allez demander à Maven de mettre à jour le projet. Parce que Maven, en principe, qu'est-ce qu'il fait? En principe, il va lire le fichier pom.xml et après, à nouveau, il va regarder est-ce que vous avez les dépendances en local. S'ils sont là, il va les prendre. S'ils ne sont pas là, il va se connecter pour les chercher. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, le réflexe que vous allez devoir avoir, c'est comme ça. Si vous démarrez avec un projet qui contient des erreurs, quand vous faites une correction dans le fichier pom.xml, par exemple, vous changez la version de Java, vous allez utiliser Maven Update Project. Et si vous voulez, vous cochez Force Update Snapshot, c'est-à-dire vous forcez Maven à mettre à jour le repository. Alors, comme ça, vous êtes sûr. Si ça marche pas après cette opération, généralement, ça veut dire que vous avez un problème, soit que vous n'êtes pas connecté, mais il y a un autre problème qui arrive souvent, c'est que c'est pas que vous n'êtes pas connecté, c'est que vous utilisez parfois une connexion 3G qui coupe. N'est-ce pas? Vous avez une connexion 3G qui coupe. À un moment donné, Maven, il se connecte pour commencer à télécharger les jars. N'est-ce pas? Il commence à télécharger des jars. Où est-ce qu'il va les placer? Il va les placer ici. Par exemple, dans le repository, il va quelque part, par exemple, Spring org Spring Framework, par exemple, boot. Après, vous avez des versions 1.5 pour release. Vous avez ici, normalement, ici, je devrais avoir un fichier springboot.jar. Donc, il devrait le placer ici. Alors, ce qui arrive parfois, c'est que au moment où il est en train de télécharger, il va créer d'abord ce dossier-là, il va créer ce dossier, et quand il va le créer, il va commencer à télécharger, et après, il y a une coupure. Alors, si votre connexion coupe, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour Maven, quand vous dites je vais utiliser Spring Boot, etc., version 1.3.5, pour lui, il va regarder ici, org.spring boot, il va regarder s'il y a ce dossier-là. Quand il y a ce dossier, pour lui, la dépendance existe. Or, en réalité, elle n'est pas là. Donc, pour vous, c'est quoi la seule solution? Il faut supprimer ce dossier-là et vous mettez encore Maven Update. Comme ça, vous le forcez à... Mais le seul problème, c'est que parfois, vous avez des centaines de dossiers, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau. Et du coup, donc, le moyen le plus simple, c'est quoi? Le moyen le plus simple, c'est d'aller vers ce dossier-là, le renommer,
ou le supprimer. Bon, ne le supprimez pas, vous le renommez, vous mettez quelque chose, et encore vous mettez Maven Update Project. Comme ça, vous dites à Maven, mon repository ne contient rien, c'est à toi de débrouiller-toi. Et du coup, donc, si vous avez des blocages dans ce sens-là, ça se règle. Alors, pratiquement, donc, je vous ai montré quels sont les premiers blocages que vous pouvez avoir quand vous créez un projet Maven ou bien un projet Spring d'une manière générale. C'est des problèmes assez classiques. Soit que la version de Java n'est pas bonne, soit que vous n'êtes pas connecté, ou bien si vous êtes connecté alors que le repository que vous avez ne correspond pas, il y a quelque chose qui cloche. Alors, autre chose, c'est que parfois, vous utilisez plusieurs versions de Eclipse. Eclipse Juno, Eclipse Kepler, Eclipse... vous avez plusieurs versions. Et vous savez que chaque version, elle installe une version de Maven. Et quand vous travaillez avec une version, alors vous avez une version de Maven qui permet de mettre à jour le repository. Et du coup, donc, le même repository, il y a une version de Eclipse qui a du mal à utiliser un même repository parce qu'il y a des petites différences dans la configuration de repository. Et c'est quoi la solution? C'est ce que je vous disais, il faut renommer le repository et vous faites update project, renommer le repository Maven update project, forcé update project. Et après, en principe, vous attendez le moment, si vous avez la connexion, il va mettre à jour tout ce qu'il faut. C'est bon? Je n'ai pas encore commencé, je parle juste des problèmes que vous pouvez avoir au démarrage. Alors bien sûr, si vous voulez renommer ce repository-là, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que maintenant, il est encore d'utilisation. C'est-à-dire, si vous voulez le renommer, il faut quitter Eclipse. Vous quittez Eclipse, vous le renommez et vous faites le travail. C'est normal, parce qu'en fait, quand vous créez un projet qui l'utilise, donc on ne peut pas le faire. Alors, maintenant, ça c'est le fichier pom.xml. Quelles sont les dépendances qu'il contient? Vous voyez donc ici, ce que nous avons utilisé, c'est très simple. Nous avons Spring Boot Starter Data GPA. Nous avons Data REST. Je suppose que par exemple, je vais utiliser une API REST. Alors pour le moment, je ne vais pas l'utiliser. Je vais la mettre en commentaire. Cette dépendance-là, je n'ai pas besoin parce que je vais faire MVC côté serveur, n'est-ce pas? Alors si je veux utiliser MVC côté client, donc il y a quand même un support de Data REST qui peut être utilisé. Alors si vous voulez, vous pouvez toujours, si vous voulez une dépendance, même si vous l'avez, si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est ça la différence entre Spring Boot et Spring. C'est très important. Si vous avez une dépendance que vous avez dans le fichier pom.xml, au démarrage de Spring, il lit le fichier pom.xml. Même si c'est un fichier qui concerne Maven, mais Spring Boot, il va le lire. Et quand il va le lire, il connaît les dépendances que vous avez dans votre... En fait, il va lire le... En fait, on va dire, il va pas lire le fichier pom.xml, mais il va lire le class-path, n'est-ce pas? Il va lire le class-path dans lequel il va trouver les jars. Et quand il trouve qu'il y a, par exemple, data rest, automatiquement, il fait la configuration par défaut. C'est-à-dire, au démarrage, il va configurer data rest. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas utiliser, si vous avez une dépendance que vous n'aurez pas besoin d'utiliser, ben, il vaudrait mieux la mettre en commentaire. Parce qu'en fait, Spring Boot, il va toujours faire ses configurations par défaut. Je vous dis juste un exemple. Il suffit d'ajouter Spring Security comme dépendance. Vous l'ajoutez comme dépendance. Vous démarrez votre application. Vous voulez accéder, à chaque fois, il vous demande le login et le mot de passe. Alors vous ne voulez pas le faire. Vous n'avez rien fait. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Spring? Il a détecté que vous utilisez Spring Security. Donc il a déjà appliqué la configuration par défaut de Spring Security. Donc, si jamais vous voyez des choses quand même bizarres dans votre application, vous jetez un coup d'œil parce que parfois il y a des dépendances qui glissent dans votre fichier pom.xml. Et ces dépendances. Alors, forcément, par exemple, dans mon cas ici, je vais mettre ça en commentaire. Add block comment. Ici. Bon, je la mets en commentaire, c'est pour le moment, je ne vais pas utiliser donc data rest. Enregistrer. Alors, à chaque fois que vous faites une modification dans pom.xml, vous allez remarquer ici que Maven, bien sûr, il va mettre à jour le class-path. Le class-path va changer. Alors, en tout cas, ça, c'est le fichier pom.xml.
Alors, quelles sont les dépendances dont on aura besoin pour le moment? Starter Data GPA, vous avez Teamleaf, Web, MySQL. Et par défaut, Spring il ajoute toujours un framework qui permet de faire les tests unitaires. C'est pas JUnit. JUnit, il est utilisé pour faire les tests unitaires des applications classiques. Mais si vous voulez faire les tests unitaires des microservices, c'est-à-dire vous voulez tester une API REST, bon, Spring il offre quelque chose de très intéressant, c'est Starter Test. Il est là, on ne va pas l'utiliser, mais il faut le garder quand même, pas de problème. Alors vous voyez donc le fichier pom.xml, c'est un fichier qui est très réduit, c'est très clean, il n'y a pas de problème. Alors si vous jetez un coup d'œil sur Maven Dependencies, ben, vous allez trouver, il y a une tonne de fichiers .jar, que vous voyez là. Alors, en principe, si vous voulez faire le même travail sans utiliser un projet Spring, plutôt un projet Maven, vous allez commencer à télécharger ces fichiers .jar. Si par exemple vous travaillez avec un projet web dynamique, n'est-ce pas? Si vous travaillez avec un projet web dynamique, vous prenez tous ces jars-là et vous les mettez dans le dossier lib. Mais c'est à oublier. C'est vraiment, quand vous gérez vous-même les dépendances manuellement, bienvenue les problèmes, surtout quand vous avez un grand projet à développer, c'est pas vraiment assez pratique. Donc Maven, il fait ça. Alors qu'est-ce qu'on va noter? Donc il y a bien sûr les jars de Spring. Il y a pour la journalisation, il y a Log4j, donc il y a Tomcat embarqué, il y a Hibernate, il y a Spring Data. On va l'utiliser. Vous voyez donc Spring Data il est intégré par défaut. Spring ORM, Spring Context, Spring Beans, tout ça c'est Teamleaf, c'est des fichiers .jar. Vous trouverez Tomcat, Embedded Tomcat. J'ai la version 8, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'installer Tomcat parce qu'il fait déjà partie du projet, etc. Alors ça c'est il y a MySQL Connector. Ok. Alors qu'est-ce que je viens de vous montrer? Je viens de vous montrer juste un petit démarrage. Donc vous créez un projet, vous venez de créer un projet starter. Donc vous avez donc un certain nombre de dépendances par défaut. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une application. C'est pas ça. On veut créer une application qui permet de gérer quelque chose. Bon. Peut-être on en a marre d'utiliser toujours des produits comme ça, n'est-ce pas? Alors on va créer une application qui permet au lieu des produits, on va mettre des étudiants, n'est-ce pas? Vous êtes des étudiants, on va gérer des étudiants. Et comme ça, on va intégrer la date de naissance, on va intégrer aussi la photo. Donc, juste pour montrer comment gérer les problèmes. Donc, je veux créer une application, par exemple, qui permet de gérer des produits. Chaque produit défini par sa référence, sa désignation, le prix. L'application doit permettre d'ajouter les produits, chercher les produits par mots-clés, consulter un produit, mettre à jour un produit, supprimer un produit. Les données sont stockées dans une base de données MySQL. La couche web est basée sur MCV côté serveur. Alors, je veux créer une application qui permet de chercher des produits. Je vais utiliser donc Bootstrap pour faire tout ce qui est donc, par exemple, le design. Alors, je veux également consulter les produits page par page. Donc je vous ai déjà montré comment le faire avec Spring Data la dernière fois. Alors, l'architecture est la suivante. Ça, c'est important. Alors nous, on veut créer, alors bien sûr, un projet Spring. Donc Spring va démarrer et Spring lui-même, il va démarrer Tomcat. Et après, par la suite, on va avoir deux couches. Il y a la couche DAO et la couche web. Alors dans la couche DAO, on va créer l'entité produit. Ça, c'est l'entité. Alors on va utiliser donc normalement GPA Hibernate, mais en même temps, c'est l'occasion d'utiliser Spring Data. On va encore faciliter encore le travail. Spring Data, c'est une couche qui va être utilisée pour pouvoir... Pourquoi? Parce que Spring Data offre déjà une implémentation générique qui permet de gérer les entités. Donc ça veut dire que logiquement, avec Spring Data, vous n'aurez plus besoin d'utiliser Entity Manager de GPA. Parce que lui, il offre déjà une implémentation générique. On va l'utiliser parce qu'en fait, on a quand même besoin de... la dernière fois, je vous ai montré comment utiliser donc, Entity Manager, n'est-ce pas? C'est la démo que je vous ai fait. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser la même chose, mais avec Spring Data. On va créer le contrôleur, on va créer la vue. Donc ça veut dire que le nombre d'éléments qu'on va créer pour l'application, c'est
il y a l'entité. Alors, on va créer l'interface produit repository. Et après, on va créer donc notre contrôleur et la vue. On n'a même pas besoin de créer l'implémentation parce qu'on va utiliser Spring Data. Alors, je vais commencer par créer l'entité. Alors, la classe. Je vais créer la classe étudiant. Je veux gérer des étudiants. C'est pas ici. Alors, maintenant, pour créer... Alors, classe... Alors, dans quel package? Convention plutôt que configuration. Alors, ça veut dire que nous avons ici, nous avons une application Spring Boot qui se trouve dans quel package? org.opendev. Alors maintenant, quand vous démarrez l'application par défaut, Spring, il va scanner toutes les classes, il va scanner les annotations de toutes les classes qui se trouvent à l'intérieur de ce package. Ça veut dire que si vous voulez que Spring scanne toutes les classes que vous créez, ben, il faudrait que le package, par exemple, pour les entités, on va mettre org.opendeva.entities. Pour la couche DAO, on va mettre org.opendeva.dao. Alors, c'est généralement, il faut que, c'est ça la config par défaut. Sinon, si vous voulez les mettre en dehors de ce package, il va falloir ajouter une annotation ici qui indique quels sont les packages qu'il doit scanner. Alors maintenant, dans un premier temps, donc, vous utilisez donc la configuration par défaut et après donc, je vous montre au fur et à mesure ce qu'il faut faire pour changer. Donc on est bien, donc on veut créer notre classe, notre entité étudiant. Alors étudiant. Donc ici, je vais utiliser donc, le package entities. Bon, un étudiant, c'est une entité GPA. Donc, je vais implémenter l'interface serializable. Je suppose qu'un étudiant est défini par ID de type langue. Il est défini par le nom. Il est défini par la date de naissance. Alors, date. Faites bien attention, ce n'est pas toujours contrôle espace, le premier venu, c'est le premier... Ça vous crée beaucoup de problèmes comme ça. Hein? Bon, quelle date? Java.utile.date. Java.sql, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas fait pour... Alors, date naissance. Il faut toujours faire attention au package. Quoi d'autre? Le nom. Email. La photo, on veut stocker la photo. Alors, pour la photo, il y a deux manières de travailler. Soit vous voulez stocker la photo elle-même dans la base de données, ou bien vous stockez que le nom de la photo. Alors, si vous voulez stocker la photo dans la base de données, vous allez déclarer un tableau de bytes. Par exemple, vous l'appelez photo. Ça, c'est la photo, elle est stockée dans la base de données. Après, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire côté application. Si vous voulez stocker que le nom de la photo, et après la photo elle-même, elle est stockée quelque part dans un dossier, donc vous allez utiliser string. Alors ici, donc, je vais utiliser ça, mais après, je vais vous montrer si vous voulez travailler, si vous voulez stocker la photo dans la base de données, je vais vous montrer tout ça. Bon, je veux bien vous montrer tout, mais le problème, c'est que le temps, faites ça presse tellement. Voilà, donc je vais me limiter à ce niveau-là, pour le moment. Alors, je vais générer donc quoi? Un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. Bon, pour le constructeur avec paramètres, je n'ai pas besoin de ID parce qu'il est auto-incrémenté. Et après, les getters et setters. Get set. Bon, ça, c'est les choses assez classiques. Là, pourquoi? Parce que tout simplement, on dit que GPA est stupide. Ça, en réalité, je n'ai pas besoin de
n'ai pas besoin d'avoir le constructeur sans paramètres, les getters et setters, un constructeur avec paramètres, tout ça, mais c'était parti comme ça. Il y a des avantages, mais en même temps, c'est des contraintes, n'est-ce pas? Mais comme généralement, vous n'écrivez pas ce code-là, vous les générez, vous passez, n'est-ce pas? Alors, si vous créez un constructeur avec paramètres, je l'ai dit la dernière fois, il ne faut pas oublier le constructeur sans default constructor. Donc, à chaque fois que vous utilisez les frameworks, il ne faut pas oublier le constructeur sans paramètres. Il est là. Alors, c'est pour cela d'ailleurs, on dit que ce constructeur-là, c'est pour qui? C'est pour moi. Yak. Et ce constructeur-là, c'est pour qui? Ce constructeur-là, c'est pour GPA. Et pour moi aussi. Parce que je peux bien créer un objet sans paramètres. Mais également, c'est pour GPA. Donc, ça, c'est-à-dire ça, vous pouvez créer autant de constructeurs avec paramètres, vous les utilisez comme vous voulez. Mais sans oublier que GPA, il va vous embêter. Oui, est-ce qu'il est le constructeur sans paramètres? Les frameworks, en principe, ils ont besoin de ce constructeur sans paramètres. Donc, quand vous avez une exception quelque part, no default constructor, c'est pas la peine de chercher sur Google. Non, default constructor, bon, c'est d'ailleurs, si vous avez le réflexe de mettre l'exception sur Google, vous trouverez rapidement la réponse. Le problème, c'est qu'il n'y en a que ceux qui t'attendent à gauche, à droite, parce que vous avez une exception avec des temps de lignes, et je ne sais même pas quelle est la ligne qui va m'indiquer c'est quoi le problème. Alors, généralement, il faut savoir retrouver l'exception, le message de l'exception. Généralement, le message de l'exception, vous trouverez toujours la ligne caused by. Caused by. Quand vous voyez caused by, c'est-à-dire c'est l'origine de l'exception. Vous prenez le message, vous le mettez sur Google, vous avez généralement la réponse. Vous avez la réponse parce qu'il y a des tonnes de personnes qui ont déjà le même problème, c'est déjà résolu. Alors donc j'ai créé donc l'entité étudiant, donc on va la mapper. Donc c'est une entité GPA. Quelles sont les annotations qu'on va utiliser? Il y a entité. On va utiliser l'annotation ID. C'est l'identifiant. On voudrait que l'ID soit généré automatiquement. On va utiliser generated value. Bon, a priori, c'est les seules annotations qui sont obligatoires à ce niveau-là. Donc, vous pouvez dire que vous avez créé l'entité GPA. Alors, vous pouvez ajouter les notations table, la notation colonne et d'autres choses. Mais sinon, donc, on va utiliser, donc, on va dire que tout simplement, alors, automatiquement, quand maintenant vous démarrez Spring, il va scanner cette classe. Il va trouver que ça, c'est une entité. Et quand il va trouver c'est une entité, il va se connecter vers le data source pour voir est-ce qu'il y a une table qui s'appelle étudiant. S'il n'existe pas, il peut la créer lui-même. Mais il faut lui demander. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour faire ça, donc, on va vers le fichier application.properties. On va déclarer un ensemble de propriétés. Alors, quelles sont les propriétés? Donc, vous pouvez commencer à taper ça. Mais quand vous faites votre premier TP, c'est pas la peine de taper parce que souvent, vous faites des erreurs là-dessus. Vous faites copier-coller. Mais en principe, les propriétés, vous les retrouvez facilement. Spring.dataSource dataSource URL. Alors, Spring dataSource URL. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre GDBC MySQL quoi? Localhost 2.3306 / le nom de la base de données DB SCO MVC. Après les autres propriétés, Spring.dataSource username, dataSource username. Après Spring dataSource password. Vous voyez donc, je fais n'importe quoi comme ça, mais je
quand même l'intelligence, ça me permet de retrouver facilement les propriétés. Alors, après, etc. etc. Mais donc, dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser donc, un exemple de fichier properties. Alors, vous prenez celui que vous avez dans le document. J'ai des trucs là, ici. Elle est là. Alors, en fait, la seule configuration qu'on a besoin de faire, pour le moment, c'est ça. Donc, notre base de données, on va l'appeler MVC SCO. MVC. L'utilisateur c'est root, le mot de passe une chaîne vide. Le pilote GDBC qu'on va utiliser c'est com.mysql.driver. Alors ici on va demander à Hibernate d'afficher les requêtes SQL au moment de l'exécution avec la propriété show SQL égale à true. Et après ici, donc je l'ai expliqué la dernière fois, c'est que Spring, GPA, Hibernate, DDL, Auto. Alors, c'est-à-dire que Hibernate, il va se connecter à la base de données. Si les tables n'existent pas, il va les créer. S'ils existent, il va les mettre à jour. Alors, si vous mettez create, créer, c'est je supprime. Alors, si vous avez une base de données qui contient des données précieuses, le meilleur moyen pour les mettre en valeur, c'est Alors, si vous mettez créer, c'est que déjà, il va supprimer les tables, il va détruire tout ce que vous avez dans les tables. Et après, il va créer à nouveau la base de données. Alors, ça peut être utile dans le test. Alors, dans un premier temps, vous gardez update. Et après, par la suite, le dialecte. Alors, quel dialecte qu'on va utiliser? C'est MySQL 5 dialecte. Alors, donc, si vous voulez, quelques propriétés qui sont utiles. Alors, déjà, on a créé l'entité. Vous voyez donc tout ce que j'ai fait pour le moment, même si je vous donne beaucoup d'explications, mais tout ce que j'ai fait jusque-là, j'ai créé une entité étudiant. En combien de temps? Normalement, j'ai besoin pour faire ça. C'est pas une demi-heure pour créer une entité. C'est réalisable. Alors, 2 minutes. Alors, 3 minutes. Et après, j'ai passé à configurer ça. C'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Mais tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas c'est un peu. Vous avez créé un projet qui contient déjà un tas de choses. Maintenant, je vais démarrer l'application et je vais voir est-ce qu'il arrive à créer la table déjà avant de passer à la suite. Alors pour cela, donc j'ai besoin de voilà d'être sûr d'avoir démarré par exemple ici j'ai OnePlus Server. J'espère que ça va marcher sur mon plat parce que de temps en temps il m'affiche quelque chose qui marche pas. Sinon, je vais changer. Alors, sélectionner, me le demander plus tard, etc. Donc, ça marche. Et je vais changer le browser. Alors, donc maintenant, je suppose que j'ai démarré donc MySQL. La base de données que je devrais l'appeler DBSCO MVC. Je ne vais pas créer les tables parce que c'est pas à moi de créer les tables. C'est GPA, c'est Hibernate qui va créer les tables. Donc, je vais créer une base de données. Créer. Bon, je démarre l'application. Alors maintenant, mon application, elle est là. Donc, run Java application. Soit vous mettez run Java application, c'est une application Java, ou bien run Spring Boot application, c'est la même chose. Run Java application, c'est vraiment un projet Java. Il démarre l'application, mais quand il démarre l'application, vous allez voir, il y a pas mal de messages qui vont s'afficher. Bon, il y a le logo de Spring. Après, si vous ne voulez pas qu'il s'affiche, ça se passe toujours dans le fichier Properties. Hein, vous pouvez le faire. Et après, donc, il démarre. Et après, il va quand même nous afficher quelque part ici. Voilà, un message qui indique quand même que la table étudiant n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vient de lire la propriété que nous avons ici. C'est là. Il a compris il a trouvé qu'il y a une entité. La table n'existe pas, il l'a déjà créée. Alors, on regarde la base de données. Vous avez la table, elle est là. Alors, la structure de cette table. Alors, je vois donc le ID, je vois la date de naissance, email, photo, non photo et photo. Mais là, c'est pas bien.
255, 255, 255. La valeur par défaut, varchar 255. Mais si vous voulez, être plus précis, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous faites, ça se passe dans GPA. Parce qu'en fait, il y a des annotations que je n'ai pas utilisées. Je n'ai pas utilisé les annotations par défaut. Par exemple, le nom, vous pouvez utiliser l'annotation colonne. Colonne, c'est CO. Alors, colonne. Alors, comment vous voulez appeler la colonne? Je veux l'appeler name égale non. Mais si vous mettez non, vous mettez lent, par exemple. Je veux pas 255, je veux 30. Alors, en principe, dans la configuration par défaut, à chaque fois que vous faites une modification, il faut redémarrer. Parce qu'il va à nouveau faire pour voir les effets. Mais vous savez que quand vous développez à chaque fois redémarrer, c'est quand même 1 minute pour chaque redémarrage. Si vous faites, vous comptez le nombre de fois que vous avez redémarré, ça vous fait quand même 30 minutes ou 40 minutes perdues uniquement. Mais c'est pas perdu parce que quand même vous avez besoin de temps en temps de souffler, n'est-ce pas? Quand vous redémarrez, c'est l'occasion de boire un petit verre d'eau ou des trucs comme ça. Mais je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une dépendance qu'on va ajouter qui s'appelle DevTools. Alors DevTools, si vous ajoutez une dépendance dans Maven, à chaque fois que vous faites une modification, hop, il fait la chose. Donc en réalité, on n'a pas besoin de redémarrer à chaque fois. Alors je vais actualiser la structure. Alors ici donc vous voyez bien, le nom c'est... Oh, c'est pas bon. Alors, vous voyez donc la différence entre update et create. Alors pour update, il vérifie uniquement est-ce qu'il y a la table, est-ce qu'il y a le champ. Mais update, il ne va pas vérifier est-ce que c'est varchar 25 ou bien. Donc c'est pour cela que je vous dis que dans la phase de création, il vaudrait mieux utiliser create. Alors c'est ce que je vais faire. Alors la structure, vous voyez donc ici vous avez varchar 30. Donc là il a bien pris en considération en quelque sorte ce que vous avez spécifié. Alors ainsi de suite, donc il y a d'autres annotations GPA donc, par défaut. Donc on va passer maintenant, je veux gérer les étudiants. Alors pour gérer les étudiants, donc je vais utiliser Spring Data. Alors en principe, si vous ne voulez pas utiliser Spring Data, vous allez faire ce que nous avons montré la dernière fois. Je ne vais pas y revenir. Vous allez créer une interface que vous allez appeler produit étudiant dans laquelle vous mettez les méthodes save, find all, get produit, faites les méthodes. Vous créez une implémentation de cette interface. Vous créez une implémentation de cette interface dans laquelle vous utilisez Entity Manager et vous faites le travail avec GPA classique. Alors ici, on ne va pas faire ça. On va juste créer une interface qu'on va appeler produit repository étudiant. Merci. Alors, étudiant repository. Étudiant repository. Je vais la mettre dans un package, c'est pas entité, je vais mettre par exemple le package DA. Alors ici donc étudiant repository, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais utiliser GPA repository, donc Spring Data, je vais hériter d'une interface générique qui est donnée par GPA, plutôt par Spring Data, ça s'appelle GPA repository. Alors cette interface là, c'est une interface générique qui attend deux paramètres. Le premier, c'est l'entité qu'on veut gérer, c'est étudiant. Et le deuxième, il a besoin de connaître le ID. Le ID de étudiant, il est de quel type? C'est tout. Alors, c'est terminé la couche DA. C'est pas magnifique, ça? C'est magnifique. Ça, vous avez toutes les méthodes. Ajouter, supprimer, rechercher, faites, page par page. Alors, tout ça, vous l'avez hérité de Spring Data. Alors, ce qui se passe en principe maintenant, au démarrage,
Au démarrage, qu'est-ce qu'il fait Spring? Il va détecter que vous avez une interface qui hérite de GPA Repository. Lui, il va créer une implémentation de cette interface, il y a déjà une implémentation générique, qu'il va instancier, il va lui transmettre le nom de votre entité que vous voulez gérer, et après, il va vous créer un objet que vous pouvez utiliser dans l'application. On va vérifier. Alors, par exemple, dans l'application, je veux par exemple ajouter des étudiants. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais quand même vous expliquer quelque chose au tableau qui est important. C'est que le premier qui démarre, c'est ça. Le premier qui va démarrer, c'est Spring Boot. Alors, en fait, Spring, au démarrage, il va créer pas mal d'objets. Bon, il dispose, on va dire, d'une collection qu'on va appeler contexte. Ça, c'est Spring Context. C'est une collection. Alors, en principe, c'est une collection de type HMAP, etc. Comme ça. Collection. Alors, au démarrage, Spring il va lire le fichier .xml et il va commencer à créer les objets. Alors, quels sont les objets qu'il va créer? Donc, par exemple, au démarrage, il va créer, je suppose qu'il va créer un data source. Bon, il va créer un data source il va également créer une implémentation donc, des gestionnaires de transactions. Il va créer donc quelque chose qui concerne des objets correspondant à GPA. Il y a des objets de Hibernate. C'est normal parce que c'est tout ça ce qui me permet, GDBC, c'est tout ça ce qui me permet d'accéder à la base de données. C'est-à-dire que la création des data sources et tous les objets qui correspondent à la configuration du data source, donc il les fait au démarrage. Mais bien sûr, il va créer tous les objets qu'il va créer, il va les placer dans sa collection. Après, en principe, chaque objet, il lui attribue un nom, une clé. Alors cette clé-là, en principe, vous pouvez voir les clés qu'il va utiliser. Mais en tout cas, donc, on n'aurait pas besoin pour l'autre. Il va associer tout cela. Alors vous, dans votre application, dans votre couche DAO, alors dans votre couche DAO, vous avez créé quoi? On a créé l'entité produit. Donc ça, c'est une entité. Nous avons créé l'interface i-produit repository. Donc c'est une interface donc, qui hérite de GPA repository. Ok? C'est ce que nous avons fait. Alors ça c'est Spring qui crée les objets. Alors maintenant, quand il va démarrer, il va voir par exemple, il va scanner tout ce que vous faites là. Il a scanné déjà produit, il sait que vous avez une annotation qui s'appelle entité. Après, comme il sait c'est une entité, donc il va demander à Hibernate, il va se connecter vers la base de données pour créer la base de données, n'est-ce pas? Data, il est déjà créé. Il crée l'interface GPA Repository. Quand il voit que vous avez une interface de type Spring Data, lui, il y a une implémentation GPA Repository, implémentation. Il va créer un objet, il va instancier cette classe-là. Pour cette classe-là, il va injecter une implémentation de cette. On n'a pas besoin de créer la classe. Lui, il dispose déjà d'une implémentation qui implémente déjà cette interface. Alors lui, cette implémentation, il va
il va s'introduire parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la programmation orientée ASPIC. J'insiste beaucoup parce que c'est grâce à la programmation orientée ASPIC que cette implémentation va implémenter cette interface. Et après, en fait, cette implémentation contient déjà des méthodes qui permettent de gérer les entités. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de créer une implémentation pour pas, elle dispose déjà de cette implémentation. Alors, ça, c'est le. Donc, au démarrage, il y a pas mal d'objets qui sont créés. Alors, maintenant, je veux utiliser ça. Moi, dans mon application, cet objet-là, qui a été créé, quand il va le créer, il se trouve dans le contexte. Alors, par exemple, ici, il est là. Donc, vous avez un lien vers cet objet. Alors, maintenant, vous créez l'application. Alors, si vous voulez accéder à tous les objets qui sont créés par Spring, vous aurez besoin tout simplement de déclarer un objet de type application context. Application context de Spring. Faites attention, Apache Catalana Core. Application context de org.spring. CTX égale. En fait, Spring Application, quand il va démarrer, il vous retourne l'objet contexte. Alors maintenant, si vous voulez un bin qui a été créé par Spring au moment du démarrage, ben vous dites tout simplement CTX, on a déjà vu ça, c'est getBin. Alors quand vous dites getBin, vous pouvez soit spécifier le nom du bin, si vous le connaissez, alors ici c'est pas la clé, on ne connaît pas la clé. Mais si vous ne connaissez pas la clé, vous aurez besoin de connaître l'interface. Alors c'est ce que je vais faire. Moi je veux un objet, je veux cet objet-là. Donne-moi. Moi, ce que je connais que mon interface. Alors, je vais demander à Spring, donne-moi un objet qui implémente cette interface. L'interface s'appelle produit repository. Produit repository. Étudiant repository. Alors, ça, c'est étudiant repository égale, c'est ctx.getBin. Je connais l'interface, c'est produit repository. Voilà. Étudiant repository.class. Étudiant repository. Il est même fâché, Eclipse. Chaque fois, je lui demande des produits, mais il n'y a pas de produits ici. Alors, étudiant repository.class. Alors, cherche-moi dans ton contexte un objet qui implémente cette interface, getBin. Il va me donner sa référence. Et après, je vais dire, je veux ajouter des étudiants. Alors, maintenant, CTX, plutôt, c'est étudiant repository. Point. Je veux enregistrer des étudiants. Je vais mettre save new étudiant. Alors, étudiant, par exemple, Ahmed. La date de naissance. Alors, la date de naissance, new date, il vient de naître. Alors, ça vous amuse pour tester comme ça, mais si vous voulez préciser une date de naissance quand même, email ahmed@gmail.com. Alors, pour le moment de la photo, donc, je suppose que par exemple, j'ai ahmed.jpeg. Parce qu'en fait, dans la base de données, je stocke que les noms des photos. Alors, si vous voulez spécifier une date, en principe, il faut utiliser date format. df égale new simple date format. Alors, simple date format. Simple date format. Alors, le pattern, je vais utiliser une date de type, par exemple, l'année, hier, tiré, le month, M majuscule, le jour, c'est DD. Et après, pour ne pas utiliser new date, je vais utiliser ces date format.parse. Et après, je lui donne une chaîne de caractères. C'est quoi la chaîne? Par exemple, je vais dire, ça c'est en 1988, tiré, le mois 11, après le 10. Alors, try catch.
Parce que quand vous faites pass, donc vous aurez besoin de faire, au lieu de faire try catch, je vais utiliser throws. C'est pass exception. Alors, c'est pas ça l'objectif, bien sûr, mais le problème, c'est que je découvre parfois que le jour de l'examen, ou bien d'un contrôle, ou bien d'une remise d'un projet, mais la date, comment je vais créer la date, la chaîne, comment la convertir en date, n'est-ce pas? Alors, parfois, vous négligez des choses, c'est toujours new date, c'est bien, mais à un moment donné, quand vous allez saisir la date, c'est une chaîne de caractères, comment la convertir en un objet de type date? Bon, c'est juste entre parenthèses. Alors, donc, je vais ajouter un étudiant, je fais copier-coller. Alors, je vais réduire la taille du texte, juste pour des raisons, je ne sais pas si ça peut arranger la chose, parce qu'à chaque fois, j'ai un peu la taille, je trouve comme c'est un peu grand. Alors, bon, 16, on ne peut pas. Est-ce que c'est lisible derrière? Non? Je reviens vers 16? Ah. Alors, je change. 16. C'est pas grave. Alors, je vais faire copier-coller. Je vais ajouter un autre étudiant, un troisième étudiant. Alors, donc ça c'est l'application, donc j'exécute pour voir est-ce que j'arrive à ajouter donc des étudiants dans la base de données, tout simplement. Et après je vais juste les ajouter, après je vais passer à Spring MVC parce que l'objectif c'est Spring MVC. Donc c'est là où je vais tester le... On voit déjà donc insert, ça veut dire que, parce que j'ai... Pourquoi il m'affiche ça? Insert? Parce que dans la propriété ici, show, est-ce que L égale true? Donc il m'affiche. Mais ça montre déjà que j'ai les données qui sont stockées dans la table. Ils sont là. Mais ici, vous avez, donc ça c'est bon. C'est bon? Alors justement, c'est ce que je vais faire ici. Alors dans notre cas, dans notre application, on a besoin de ça. On a besoin en réalité de chercher les produits par mot-clé. Par exemple, je voudrais chercher les étudiants dont leur nom contient un mot clé. Cette méthode-là, elle n'est pas prévue dans Spring Data. C'est à vous de l'ajouter. Mais vous n'avez pas besoin de l'implémenter. Alors comment? Ajouter des méthodes dans Spring Data. Alors, regardez bien. J'ai mon interface étudiant repository. Alors, par défaut, quelles sont les méthodes? Vous avez save, si vous voulez enregistrer. La méthode find all, si vous voulez retourner tous les enregistrements. Find all avec pageable, c'est-à-dire on peut retourner page par page. Tout ça, c'est intégré. Vous voulez un étudiant, vous avez la méthode getOne. Vous voulez faire supprimer, vous avez delete. Vous avez des méthodes, vous allez les retrouver facilement. On va d'ailleurs les utiliser dans la couche web. Mais je veux une méthode qui permet de chercher, par exemple, les étudiants par nom. Alors maintenant, il y a deux manières de faire. Soit la même chose, convention, plutôt que configuration. Alors comment faire? Donc, dans Spring Data, il vous dit que vous créez une méthode qui s'appelle, par exemple, liste. Je veux retourner la liste des étudiants. Alors, la méthode, je dois l'appeler... Je ne vais pas l'appeler n'importe comment. Je dois respecter la convention. Je vais l'appeler find by B majuscule. Je vais chercher par quoi? Par le nom.
L'attribut s'appelle nom, je vais mettre nom avec N majuscule. Ici, donc, je vais utiliser string nom. Alors, le fait de déclarer cette méthode-là, ça y est, le problème est réglé parce que Spring, il va comprendre qu'il va implémenter une méthode find by. Find, ça veut dire select. Select. By, ça veut dire where. La condition sur quel champ c'est? Le nom. Mais tout est là, regardez. Select, étoile, from quoi? Regardez l'entité, elle est là. Il sait qu'il s'agit de l'entité? Select, étoile, from, étudiant. By, c'est where. Le nom. Alors, nom dans la classe étudiant, mais avec N minuscule, parce que la convention. Nom égal à quoi? Égal le paramètre N. Alors, ça y est, donc Spring Data, il a déjà injecté l'implémentation de cette méthode. Alors, j'y arriverai. Alors, ici, donc, vous avez ici find by, ça veut dire égal. C'est pas like. Nous, on veut pas égal, on veut like. Alors, si vous voulez les étudiants page par page, vous voulez pas tous les étudiants parce que d'ailleurs, select étoile from, ça n'a pas de sens. Si vous avez des milliers d'enregistrements, c'est quoi ça? Donc, il faut toujours, généralement, quand vous sélectionnez, il faut toujours utiliser limite, n'est-ce pas? Il faut sélectionner page par page. Alors, si vous voulez sélectionner page par page, vous aurez besoin, au lieu de liste, vous utilisez page. La même chose, pas n'importe quel page de Spring Data. Ici, donc, je vais chercher, par exemple, find by name, mais s'il y a, par exemple, plusieurs étudiants qui ont le nom, je vais les avoir par page. Vous aurez juste besoin d'utiliser un paramètre de type pageable. Alors, pageable, c'est pas de java.awt, c'est de java.springdata, Spring Framework. Pageable. En fait, pageable, donc c'est un objet, c'est une interface. Il faut lui transmettre un objet qui contient deux informations. Le numéro de la page et la taille. Je veux par exemple 5 étudiants à partir de quelle page? La page 0, là la page 2, etc. Donc ça, on va l'utiliser. Vous voyez ici donc la même chose. Il a déjà compris qu'il va sélectionner page par page. Mais comme je disais, moi je veux pas égal, je veux... Alors, si vous voulez pageable, qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute à la requête limite. N'est-ce pas? Limite, à partir de quel enregistrement et combien d'enregistrements. Mais limite s'il s'agit de MySQL. S'il s'agit de Oracle, c'est autre chose. Mais ce n'est pas vous qui faites ça, c'est le dialecte de GPA. Je sais que GPA, il va s'adapter en fonction, je l'ai expliqué la dernière fois, pourquoi on utilise les frameworks de mapping, parce que aussi la portabilité avec les différents SGBD. C'est bon? Oui. Alors maintenant, je veux pas ça, je veux la liste des produits des étudiants page par page. Alors maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'appeler find. Si vous avez une requête complexe, where, quelque chose de complexe, alors cette méthode, on va l'appeler par exemple chercher étudiants. Je vais chercher les étudiants. Dans ici, le paramètre MC, c'est le mot-clé. C'est quoi ça? J'ai une méthode chercher étudiant, je donne le mot-clé. Alors, pageable, c'est parce que je veux page par page, n'est-ce pas? Parce que d'ailleurs, dans mon cas ici, dans le cas que je veux traiter, regardez, je n'ai pas besoin d'afficher tous les enregistrements, je vais afficher page par page. OK? Alors, si vous laissez la méthode comme ça chercher, Spring Data, il ne va rien comprendre. Il va vous dire que cette méthode-là, d'ailleurs, au démarrage, il vous affiche une exception. Il vous dit que ça, ce n'est pas une méthode Spring Data. Si vous voulez qu'il la comprenne, ben, tout simplement, vous ajoutez une annotation qui s'appelle query. Alors maintenant, vous utilisez query de Spring Data et vous mettez la requête. Vous lui demandez cette méthode-là, tu vas m'exécuter cette requête. Alors, on ne va pas spécifier le SQL, c'est le HQL. Select. Quoi?
from la classe étudiant E, where E point non like 2.x, le paramètre. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut le x, il faut le remplacer par MC. Il faut dire que la valeur de x, c'est la valeur du paramètre MC. On va utiliser quelle annotation? Param. Alors, la notation param de Spring Data. Alors, param. Quoi? X. Tout simplement. Alors, ça, c'est pas la bonne param. Ici, donc, vous voyez, donc j'ai ligne du champ, j'ai importé param de JBoss. Alors, c'est param de Spring. Faites bien attention donc l'utilisation. J'ai réglé le problème. Alors vous voyez donc ici, il suffit de savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez par exemple une méthode qui permet de chercher par exemple les étudiants dans la date y comprise entre une valeur et une valeur. La date de naissance y comprise entre une valeur et une valeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez par exemple la liste des étudiants. Alors je ne veux pas utiliser Pidgeable. Je veux chercher les étudiants par... C'est quoi les critères par exemple? Je vais utiliser date D1, virgule, date D2. Alors c'est quoi ça? Je veux la liste des étudiants dont la date de naissance est comprise entre D1 et D2. Alors, vous avez la signature de la méthode et vous dites ici, ouais, E point quoi? Date naissance. Alors après, vous pouvez utiliser between, vous pouvez utiliser, par exemple, est supérieur à quoi? Le paramètre x and. Encore. E point date naissance est inférieur à le paramètre de point y. Et quoi? Inférieur, oui. Inférieur. Inférieur à y. Date naissance. Date naissance. Il suffit de mettre ici, vous avez déjà compris le principe. Param x, et là vous mettez param y. Alors, j'ai passé combien de temps pour faire ça? Alors, réellement, quand vous savez ce que c'est, alors c'est ça, utiliser l'expérience des autres. Spring Data, c'est le mapping objet relationnel. Alors, si vous testez, vous allez voir que tout va bien marcher, à moins s'il y a des erreurs dans l'interface. Alors, s'il y a des erreurs dans l'interface, l'exception, elle va être générée. Alors, si par chance, on n'a pas d'exception, par malchance, on n'a pas d'exception, c'est-à-dire tout est bon. Mais si vous avez une chance, vous allez voir des exceptions. C'est bon? Alors c'est donc qu'on peut voir dans l'application, juste pour... je veux page une page d'étudiants. C'est étudiant repository. Alors en principe, si vous mettez find all, ça existe déjà, pageable. Alors si vous mettez pageable, vous mettez page request. Page request. Alors vous spécifiez deux informations, la page 0 et le nombre d'enregistrements. Alors ça veut dire quoi? Donne-moi tous les étudiants, mais je ne veux pas tous les étudiants. Quelle page? 0. Et combien d'enregistrements? Je veux 5 étudiants de la page 0. Je veux 5 étudiants de la page 1.
Alors ici, il n'y en a pas 5. Alors après, si vous voulez afficher, vous utilisez étudiant for each. Alors si vous utilisez Java 8, vous utilisez les expressions lambda comme ça. Étudiant for each, pour chaque étudiant E, vous utilisez des trucs comme ça. Et après, vous utilisez système E, voilà, système.out.print, 6O, E, point, get le nom de l'étudiant. C'est quoi ça? Étudiant for each, étudiant, pour chaque étudiant E, je veux afficher le nom de l'étudiant. Mais ça, c'est les expressions lambda de Java 8. Bon, à la fin, donc j'ai... Alors, bien sûr, la page 1, il n'y a pas de page 1, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Il y a combien d'étudiants? Je n'ai que 3. Donc, la page 0. Parce que la page 1, il n'a trouvé aucun enregistrement. Alors, donc, je vois les noms des étudiants. Parce que j'en ai que 3, il a retourné que 3. OK? Alors, si vous mettez, au lieu de find all, vous mettez chercher. Étudiants. Ben, je ne veux pas tous les étudiants, je vais chercher par le mot-clé. Dans le nom contient, par exemple, A. Et je vais mettre un pourcentage avant et un pourcentage après. OK? Alors, c'est quoi ça? Donc, je veux tous les étudiants dans le nom contient la lettre A. Combien d'étudiants que je veux? Je veux 5. S'il y en a plusieurs. Alors, je vais avoir que les étudiants dont le nom contient la lettre A. Ben, il se trouve que tous les... il y a Ahmed, il y a A, il y a Mohamed, il y a A, il y a Ibrahim, il y a A. Alors, je vais mettre, au lieu de A, je vais mettre B. B. Alors, pour voir, est-ce que la méthode que j'ai ajoutée, est-ce qu'il l'a? Bon, il n'y a que Ibrahim, donc ça marche. Alors, vous voyez donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé tout simplement quelque chose qui existe déjà, qui s'appelle Spring Data. Alors, c'est ça, vous allez comprendre maintenant votre architecture comme ça. Qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé l'entité étudiant. Nous avons créé une interface de Spring Data, GPA Repository. Mais nous, implicitement, nous avons utilisé Spring Data. Et Spring Data, lui, qui va utiliser GPA. Et GPA, quelle implémentation? Hibernate. Mais réellement, pour se connecter à la base de données, on utilise JDBC. Mais pour vous, c'est très bien. Pourquoi? Parce que par quoi vous avez commencé? Vous avez commencé ici. JDBC. N'est-ce pas? Ensuite, vous avez dit, je vais utiliser Hibernate. Après, vous dites, il faut créer le fichier persistence.xml, il faut créer Entity Manager Factory, créer Entity Manager, et je vais utiliser pour faire la gestion des entités, n'est-ce pas? Après, maintenant, vous découvrez qu'en réalité, que même il y a une implémentation GPA qui est déjà faite par Spring, c'est Spring Data. Alors maintenant, vous profitez, vous dites maintenant, je vais consacrer plus le temps à la suite, le métier. Parce que d'ailleurs, ici, on va sortir le métier, on va directement vers la couche web. Donc, le mapping objet relationnel, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps. Alors après, il y a les entités, les associations et tout ça, donc tout est réglé en principe. C'est bon? Alors, vous avez une question sur cette première partie? Oui? Comment implémenter cette interface dynamique? Alors, la programmation orientée aspect. Alors, si vous voulez faire ce que Spring a fait, vous n'avez qu'à bien maîtriser la programmation orientée aspect et vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y a un cours sur la programmation orientée aspect. D'habitude, je fais un séminaire et je vous montre comment faire ce genre de choses. Comment s'introduire dans une implémentation et vous injectez ce que vous voulez, sans modifier le code source. Est-ce que Spring, à chaque fois que je déclare la méthode, il modifie le code source?
Alors c'est ça, créer une application qui permet à la modification. Mais vous voyez donc, les interfaces, si je crée l'interface, je sais déjà ce que je veux faire. Si je veux l'implémenter moi-même, je le fais. Mais s'il y a un framework qui permet de m'injecter une implémentation, tant mieux, je passe à autre chose. Alors ici donc on a montré comment créer une interface, mais on a utilisé donc la partie Spring Data. Donc dans la deuxième partie, donc, je vais passer à vous montrer comment travailler avec le contrôleur MVC. Utiliser donc TeamLeaf pour créer les vues. Et après on va essayer donc de voir déjà la première partie de cela.